Bonjour, ravi de vous retrouver sans doute une dernière fois sur un sujet de circonstance. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet et nous allons donc justement revoir l'histoire de ce fameux 14 juillet qui est la fête nationale. Et ce 14 juillet, on va l'aborder donc en deux temps. Dans un premier temps, nous verrons donc justement l'événement fondateur, la prise de la Bastille et ses conséquences. Et ensuite, ce moment très fort pour vous comme pour moi, qui est ce moment de communion et d'unité nationale, la fête nationale, justement. Alors commençons tout d'abord par aborder le premier point, donc la prise de la Bastille et ses conséquences. La Bastille, c'est donc une forteresse royale qui est aussi une prison, symbole d'arbitraire, d'absolutisme, et c'est le lieu fondateur donc, de cette Révolution française qui est liée en fait à une véritable crise de régime. L'Ancien Régime, la monarchie absolue, celle dirigée par Louis XVI depuis 1774, connaît une série de crises qui bouleversent l'équilibre du pays. Louis XVI, ce jeune roi, en effet, est tiraillé par les tensions économiques et sociales liées à un fort endettement. Comme quoi, vous voyez, parfois l'histoire nous ramène à une actualité brûlante. Cet endettement est lié, en effet, au fait que nous dépensons bien plus que nous recevons, vous voyez, 629 millions de livres, alors que nous recevons que 503 millions de livres. Et surtout, le service de la dette est abyssal, nous faisons surtout que rembourser la dette de moitié. Et donc cette crise économique et sociale engendre aussi une crise politique. Depuis le début du XVIIIe siècle, on a un mouvement philosophique contestataire qu'on appelle le mouvement des Lumières, les philosophes des Lumières, dirigés avec des fameux écrivains comme Voltaire ou encore Rousseau, qui revendiquent la fin de la monarchie absolue, les inégalités des privilèges qu'ils contestent aussi, les superstitions religieuses. Et ce mouvement politique très contestataire est aussi le ferment, bien sûr, d'une véritable contestation qui va alors exploser en mai 1789. En raison de cette crise financière, Louis XVI se résout à convoquer les États généraux, c'est-à-dire les représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, en la salle des menus plaisirs au château de Versailles. Moment solennel pour trouver une solution donc, à cette crise politique et financière. Sauf que, au bout d'un mois d'atermoiement, les députés du tiers-état, qui sont les plus avides à la réforme, décident de contester vivement le pouvoir, notamment le 20 juin, en prêtant serment. C'est le fameux serment du jeu de paume, illustré à merveille par le tableau de Jacques-Louis David. Et que décident ces députés du tiers-état? De former une assemblée nationale qui soit constituante. Ça veut dire qu'ils décident de mettre fin à la monarchie absolue et de partager le pouvoir avec le roi. C'est un acte très très fort, c'est une véritable révolte parlementaire qui a donc pour conséquence, bien sûr, le fait que nous ne sommes plus en monarchie absolue, mais dans une monarchie limitée. Comment va réagir le roi qui se retrouve à ce moment-là, en effet, pris à défaut et pris en fragilité? Et le 26 juin, on a déjà une première réponse, parce que le roi est aussi, je dirais, encadré par une cour particulièrement rétive à toute réforme. La décision est prise, c'est d'envoyer plus de 20 000 soldats autour de Versailles et de Paris, foyer de la contestation. La menace est grande bien sûr que ces soldats du roi aient une mission. Cette mission, c'est bien sûr d'étouffer dans l'œuf cette première révolte parlementaire. Et les signes d'une contre-révolution sont de plus en plus patents, puisque le 12 juin, on apprend là aussi une nouvelle fracassante. Necker, un ministre particulièrement populaire, principal ministre de Louis XVI, sans doute plutôt proche des réformistes, est renvoyé. Et là, pour le peuple de Paris, qui est bien sûr le peuple le plus favorable à la Révolution, c'est un signe fort, alors qu'à Paris, la contestation n'est pas seulement politique, mais elle est aussi sociale. En raison de la forte augmentation du prix du blé et donc du pain, le chômage a terriblement augmenté en France, notamment à Paris, et c'est vraiment le ferment excellent
par excellence pour une révolte. Une révolte qui a pour lieu dans un premier temps, eh bien, le Palais Royal. Ici, nous sommes le 12 juillet et des orateurs improvisés prennent la parole sur les grilles du Palais Royal, notamment un certain Kamidoun. Écoutons son discours. Citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous. Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, même cette cocarde verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Donc voilà le signal. Les Parisiens prennent peur. Cette menace grandissante des troupes royales autour de Paris semble faire craindre eh bien, une contre-révolution sanglante. Et ils vont donc chercher des armes pour se défendre. Et dans un premier temps, le 12 juillet, eh bien, ils vont juste à côté, du côté du palais des Tuileries, où ils sont en fait renvoyés manu militari par les forces et les troupes royales. Et c'est seulement 2 jours plus tard que le 14, au matin, ils attaquent les Invalides pour retrouver des armes. Non seulement ils récupèrent à peu près 40 000 fusils, mais aussi des canons. Sauf qu'il y a un problème. La poudre n'est pas aux Invalides, elle est stockée, semble-t-il, à la Bastille. Les Parisiens n'ont pas le choix, il faut donc se diriger vers la Bastille. Voici le plan de Paris sous la Révolution. Il faut donc traverser d'ouest en est pour se retrouver donc près de cette forteresse médiévale qui a une sombre réputation. Pourquoi une sombre réputation? Puisqu'elle est le symbole honni de l'absolutisme et de l'arbitraire du roi. En effet, il a pour vocation, cette prison, eh bien, justement d'héberger des êtres, des personnes hostiles au pouvoir royal. Et justement, fréquemment, les rois absolus, que ce soit Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI, par lettre de cachet. La lettre de cachet, c'était tout simplement le simple sceau royal qui permettait, selon le bon plaisir du roi, d'arrêter telle ou telle personne dangereuse pour le pouvoir. Eh bien, ce sceau royal lui permettait, ce cachet royal, d'emprisonner. Et donc, on a eu de fameux opposants au roi qui ont fait un séjour à la Bastille, Rousseau, Voltaire. Ici, vous connaissez Diderot. Et pour la petite histoire, quelques jours auparavant, c'est le sulfureux marquis de Sade, Donatien marquis de Sade, qui avait été lui aussi libéré de cette prison. Ici, cette prison est gardée par une petite garnison de gardes suisses, mais le gouverneur de la Bastille, en revanche, est un ami fidèle de Louis XVI, il s'appelle le marquis de Launay. Et pour lui, bien sûr, il est hors de question de céder face aux séditieux qui s'attroupent de plus en plus du côté de la Bastille pour revendiquer cette poudre à canon dont ils veulent tant avoir. Voici ces Parisiens qui se rencontrent donc ici vers la Bastille, et voici la scène, ici donc représentée par un film.
Au travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Citoyens, il nous faut la Bastille. Nous voulons la Bastille. Levez-moi. Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut maintenir le district. Alors cette scène filmée est très intéressante parce qu'elle nous montre la plupart des événements que je vais maintenant vous narrer. Premier événement, lorsque la foule s'attroupe du côté donc, de la Bastille, les premiers coups de canon et surtout les premiers coups de fusil sont envoyés de la Bastille sur les Parisiens. On a déjà des dizaines de corps par terre et les Parisiens vont riposter. Sauf que la Bastille semble complètement imprenable. Et à un moment, on n'a d'ailleurs jamais su pourquoi, le pont-levis central de la Bastille va descendre. À ce moment-là, les Parisiens s'engouffrent dans la Bastille, et là c'est un véritable carnage, puisque tous les gardes suisses sont massacrés, et on libère les quelques prisonniers, bien modestes d'ailleurs, c'était quelques faussaires et escrocs, de cette prison de la Bastille. Et on récupère surtout la poudre. C'est donc la première fois que le peuple en armes intervient dans cette Révolution française, et d'ailleurs un premier massacre, soyons clairs, les gardes suisses sont en effet étripés. Quant au pauvre marquis de Launay, il est envoyé du côté de l'hôtel de ville, et on confie une mission assez brutale au boucher du coin, qui s'appelait le boucher Desnos, c'est de décapiter sa tête pour la mettre sur un pic. Voilà la première tête de la révolte, une première tête sur un pic. Et c'est intéressant alors de voir la réaction du roi. Alors on a souvent, en effet, comme le montre le film, ironisé sur cette fameuse écriture et cette fameuse signature, 14 juillet, rien. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, lorsqu'il disait que le 14 juillet, il ne s'était rien passé, il ne parlait pas bien sûr de cet événement, il parlait surtout, en fait, de son tableau de chasse. Il avait été à la chasse et il n'avait en effet strictement rien chassé. En revanche, pour l'histoire, dans la soirée, alors qu'il est au lit, eh bien son aide de camp l'appelle et lui dit « Sire, sire, la Bastille est tombée ». Question posée par Louis XVI, c'est une révolte? Et réponse encore plus célèbre de son aide de camp qui était le marquis de la Rochefoucauld, non sire, c'est une révolution. Le peuple en armes soutient les parlementaires et dans toutes les villes de France, dans la deuxième quinzaine de juillet, les événements se bousculent en raison de cette prise de la Bastille, puisque dans toutes les grandes villes, notamment donc à Paris, on a une bourgeoisie qui prend le pouvoir, qui va asseoir la sécurité en armes par des milices bourgeoises qu'on appelle les gardes nationales, et les représentants du roi perdent le pouvoir localement. Et donc Louis XVI, cette fois-ci, doit faire un amende honorable. Il doit en effet tendre la main aux révolutionnaires pour éviter le bain de sang, d'autant plus que dans les campagnes, les paysans commencent à attaquer les châteaux. Et c'est dans ce contexte, en effet, que Louis XVI, vers le 17 juillet, arrive à Paris et à bord, regardez, la fameuse cocarde tricolore, le symbole du Paris de la Révolution. Les couleurs de Paris, vous le savez, c'est le bleu et le rouge, liés au blanc de la royauté. C'est donc un symbole d'unité nationale, et on espère qu'après cette prise de la Bastille, eh bien, on va progressivement aller vers une
monarchie limitée, ce qu'on pourrait appeler une monarchie parlementaire, qui mettrait fin définitivement au pouvoir absolu du roi. Et les signes sont plutôt encourageants, hein, puisque après la révolte des paysans dans les campagnes, les aristocrates et les membres du clergé acceptent l'abolition des privilèges. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et on comprend bien qu'après la nuit du 4 août qui libère, qui met fin aux privilèges, la suite logique, c'est cette fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, élaborée par l'Assemblée nationale constituante, préambule à la Constitution, qui, en effet, va stipuler tous les nouveaux droits des Français. On semble aller vers une nouvelle ère, une ère de liberté, une ère d'égalité, de souveraineté de la nation. Et c'est pourquoi, l'année suivante, et on comprend mieux le lien avec le 14 juillet, on a une nouvelle fête, la fête de la Fédération. Et on comprend alors, dès cette époque, notamment en 1790, que des chants révolutionnaires rendent hommage à cette fameuse prise de la Bastille. Voici un chant de 1790. Chant martial qui sera d'ailleurs donc entonné, en effet, un an plus tard, le 14 juillet 1790, à la fête de la Fédération. Qu'est-ce que la fête de la Fédération? Eh bien, c'est justement pour rendre hommage anniversaire à cette prise de la Bastille. Cette cérémonie est organisée par le marquis de Lafayette, un aristocrate plutôt favorable aux idées de la Révolution, une révolution sans doute d'ailleurs à l'époque modérée. Et le projet est en fait d'inviter des fédérés. Des fédérés, ce sont des volontaires, des gardes nationales, donc des milices bourgeoises révolutionnaires de chaque département, puisque les départements viennent d'être créés. Et donc de chaque département, on a des régiments de garde nationale qui viennent défiler sur le champ de Mars. Autour de qui? Autour du roi. Le roi qui est bien sûr convié à cette fête de la Fédération et qui doit prêter serment. Prêter serment à la loi et à la nation. Et donc dans ce moment-là, c'est un grand moment d'unité nationale. C'est bien le roi qui accepte les principes de la Révolution et qui accepte de céder une partie de son pouvoir. Voilà pourquoi la fête de la Fédération, elle est fondamentale, parce qu'elle fonde véritablement l'unité nationale autour du roi, mais aussi d'une nation révolutionnaire. Et donc on espère vraiment à ce moment-là que l'on aboutit à une révolution plutôt modérée, où le roi partagerait ses pouvoirs avec un parlement, sans doute élu plus tard par tous les Français. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à la Bastille? Il faut savoir que très très vite, cette prison si détestée par les Parisiens, elle est détruite. Elle est détruite pierre par pierre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le maître d'œuvre était aussi quelqu'un d'assez perspicace. Il s'appelait Palois. Et lorsque ce chef d'entreprise a détruit la Bastille, il en a fait tout un marché plutôt lucratif, puisqu'il a conservé des centaines de pierres pour en fait sculpter des petites bastilles qu'il pouvait ensuite vendre à des collectionneurs privés. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a des petites bastilles, ainsi sculptées par Palois, que l'on retrouve dans chaque bureau de préfet
en France. Donc dans chaque préfecture, on a une petite Bastille qui représente donc eh bien, la victoire des Parisiens au nom de la liberté contre l'absolutisme. Et il est vrai que si vous vous promenez du côté de la Bastille actuellement, il est très compliqué de retrouver des traces de la Bastille. Hein, en fait, dans le pavement de ce quartier, on constate parfois qu'on a des pavés beaucoup plus larges. Et ça représente en fait l'emplacement des tours de la Bastille. On a aussi quelques traces de soubassement du côté du métro, ligne 5, il faut le savoir. Et donc pendant un an, on espère vraiment que cette concorde nationale se poursuivra. Ainsi, on peut constater que pendant un an, tout se passe bien jusqu'au coup de semonce. Le coup de semonce, c'est juin 1791, et cette fois-ci, on se rend compte, avec la fuite du roi vers les royaumes voisins et son arrestation à Varennes, que le roi n'entend pas partager son pouvoir et qu'il devient, bien sûr, dans les yeux et dans l'esprit des révolutionnaires, un traître. Un traître. Et donc, la Bastille est vraiment le symbole de la lutte pour la liberté contre l'absolutisme royal. Voilà pourquoi, en 1830, lors de ces journées révolutionnaires qu'on appelle les Trois Glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1830, illustrés par le fameux tableau « La liberté guidant le peuple », les combats font rage à la Bastille, et lorsque le roi Charles X abdique au détriment d'un roi plus modéré qui veut vraiment conforter une monarchie parlementaire, il s'appelle Louis-Philippe. Que décide Louis-Philippe? Eh bien, il décide d'ériger un monument, place de la Bastille. Ce monument, c'est bien sûr la colonne de la Bastille, donc dominée par un archange en or. Et ici, il faut le savoir, sous cette colonne, on a un cimetière, une nécropole. Tous les martyrs de la liberté ont été enterrés en 1830 sous cette colonne que l'on voit donc ici apparaître. Donc on se rend compte que la Bastille est devenue le symbole de la Révolution, le symbole de la République, et ça va perdurer bien sûr pendant tout le XIXe siècle. Ce qui fait que dans les moments de régime autoritaire comme le Second Empire, on ne fête surtout pas le 14 juillet. Et c'est donc intéressant de comprendre quand et à quel moment, eh bien, le 14 juillet est devenu la fête nationale. Voilà pourquoi je vais donc aborder maintenant cette fête nationale avec ses affiches triomphantes, le bleu, blanc, rouge, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et elle est devenue une fête nationale au moment de la Troisième République. Ce fut d'ailleurs très compliqué, puisque dans un premier temps, cette Troisième République est dirigée par une assemblée de monarchistes, ce qui fait que dans les années 1870, elle est encore une fois mise sous les teignoirs. Et c'est vraiment à la fin des années 1870, lorsque les républicains ont une majorité, que les choses changent. Et c'est sur une proposition de ce député républicain Benjamin Raspail, d'où le fameux boulevard Raspail, que émerge l'idée qu'il faut consacrer un 14 juillet comme fête nationale. Et il est vrai qu'à cette fin des années 1870, on a toute une série de signaux encourageants. On voit ici notamment le fameux tableau impressionniste de Monet et de la rue Montorgueil qui, justement, illustre un 14 juillet particulièrement festif en 1878, 14 juillet, où vous voyez déjà les drapeaux français sont arborés dans toutes les rues parisiennes. Et c'est donc définitivement en 1880 que le 14 juillet devient la fête nationale. Et alors il faut se poser la question, le 14 juillet, fête-t-on la prise de la Bastille ou plutôt la fête de la Fédération? Alors il faut le savoir, dans le texte de loi, on dit juste le 14 juillet. Mais il faut savoir que dans les débats au Parlement, c'est plutôt la fête de la Fédération que l'on fête, que l'on célèbre, plutôt que la prise de la Bastille. Pourquoi? Parce que les contradicteurs disaient, mais attention, la Bastille, ce fut une révolution sanglante, on a coupé la tête de Français, c'est donc une fête qui clive. Et donc c'est plutôt l'idée de fêter le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, que l'on célèbre à ce moment-là. Alors, depuis 1880, les Français aiment beaucoup le 14 juillet. Pourquoi? Parce que c'est en effet un des jours fériés, il y en a 11 dans l'année, et une des rares journées fériées qui soit laïque. C'est donc un temps de retrouvailles, où on peut se voir en famille,
entre amis. Et puis, c'est intéressant hein, de constater, bien sûr, qu'on a toute une série de rituels liés au 14 juillet. Notamment, bien sûr, et on voit le lien avec la prise de la Bastille, hein, les bals populaires. Vous vous rappelez sans doute que quand on avait vu les images reconstituant la prise de la Bastille, le soir, à la lumière des lampions et des flambeaux, les Parisiens avaient dansé autour de la Bastille prise. Et donc on voit qu'il y a cette tradition, bien sûr, du bal populaire, hein, notamment ici, vous voyez, incarné par cette représentation de 1930 du côté de la rue Montorgueil, justement. Et depuis, cette tradition, elle est dans tous les villages de France. On a ces fameux bals, même si le plus célèbre des bals, c'est à Paris, le bal des pompiers. Hein, voilà, donc, si vous voulez danser avec de beaux garçons, c'est à ce moment-là qu'il faut aller au bal des pompiers. Et autre tradition que l'on retrouve dans tous les villages de France et les villes, ce sont ces fameux feux d'artifice. C'est d'ailleurs intéressant hein, de comparer bien sûr ces feux d'artifice dans des petits villages de 300 habitants et les feux d'artifice magistraux et majestueux de toutes les grandes métropoles françaises et surtout bien sûr celui de Paris. Regardez ici comment sur le Champ de Mars, eh bien, le bouquet final illumine la ville de Paris. Et rien que pour vos yeux, regardez le bouquet final de l'année 2019. Voilà, je vous en ai donné plein les yeux, hein, n'est-ce pas? Autre rituel républicain, c'est bien sûr le fameux défilé militaire à l'instigation du président, donc M. Macron, chef des armées, qui préside et qui passe en revue les troupes, défilé militaire qui a pour point d'orgue, bien sûr, eh bien, les Champs-Élysées, où tous les corps d'armée, les grandes écoles défilent, donc on a bien sûr la marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, les gardes républicains, les grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique ou l'école navale, avec aussi dans le ciel le magnifique spectacle organisé par la patrouille de France. Et, en clin d'œil bien sûr, ça se termine toujours, vous le savez sans doute, par, comme dernier régiment en passage, la troupe de la Légion étrangère et la fameuse chanson « Tiens, voilà du boudin, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus, ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus, ce sont des tireurs au cul. » Voilà donc fameux défilé militaire qui prend de plus en plus d'ailleurs une coloration, je dirais, étrangère, puisque la France est intégrée complètement à l'Union européenne. Donc on a eu parfois des défilés avec des troupes allemandes, ou notamment, vous voyez, en 2007, c'était le défilé de l'Europe unie. On avait eu 27 régiments qui avaient défilé près de la France, pour comprendre bien sûr qu'aujourd'hui, la France est complètement intégrée à l'avenir européen. Alors il est vrai malheureusement que ce 14 juillet, donc moment de très forte concorde nationale, est aussi un moment à haut risque. Un moment à haut risque puisque les ennemis de la République, les ennemis de la nation unie, aiment justement à ce moment-là eh bien, générer une tension, une anxiété. Peut-être certains se rappellent qu'en 2002, Jacques Chirac avait été presque victime d'un attentat puisque
un activiste de l'extrême droite avait tenté de l'assassiner, et puis surtout, j'imagine que de manière beaucoup plus proche, vous êtes encore ému par le carnage à Nice avec ce camion fou qui avait dévasté la promenade des Anglais, occasionnant quand même la mort de 85 personnes. Donc c'est toujours pareil, dans ces moments de très forte communion, on a aussi parfois des moments de très forte tension. Et donc le 14 juillet est un fort enjeu mémoriel et historique. Donc on a une tradition en France, c'est de fêter notamment les centenaires de la Révolution. Donc notamment en 1889, on avait eu un fameux centenaire de la Révolution, avec comme cadre le fameux Champ de Mars. Le fameux Champ de Mars où justement on avait fêté la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et donc sur le Champ de Mars, la décision est prise d'ériger un monument au nom de la Révolution industrielle. C'est bien sûr la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel a été créée pour l'exposition universelle de 1889 et surtout donc pour la Révolution française, pour fêter son centenaire. Et donc on a eu toujours des grands 14 juillet, 14 juillet 1889, 14 juillet 1919, vous avez compris, c'est le grand défilé de la victoire, de la Grande Guerre. On voit ici tous les grands maréchaux de France qui défilent avec leurs troupes. Donc c'est bien sûr Joffre et Foch notamment. Autre célèbre 14 juillet, celui de la Libération en 1945. Ici bien sûr présidé par le général de Gaulle. On a d'autres 14 juillet qui sont beaucoup plus proches et qui ont aussi marqué alors des moments très forts de communion nationale. C'est notamment le bicentenaire de la Révolution en 1989. Bicentenaire particulièrement, je dirais, alors artistique, au nom des droits de l'homme, dirigé par Jean-Paul Goude, avec comme point d'orgue la fameuse cantatrice Jessie Norman chantant la Marseillaise. Et c'est dans ce contexte qu'un nouveau monument est créé et construit justement pour fêter le bicentenaire, c'est le fameux Opéra Bastille. Il y aura bien sûr le lien avec la prise à Bastille, 200 ans après, là où on avait le lieu par excellence de l'arbitraire et des emprisonnements, on va créer un espace de création et de liberté culturelle, le fameux Opéra Bastille. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce bicentenaire de la Révolution. Et on va voir donc aussi une autre tradition, la Garden Party républicaine. Oui, depuis la Troisième République, le président de la République avait pour, intérêt de convier, dans un premier temps, les membres du gouvernement et les épouses dans un repas champêtre dans le palais de l'Élysée. C'était une tradition donc tenue depuis Jules Grévy et donc les premiers présidents de la Troisième République. Et à partir de 1974, on a une nouvelle Garden Party qui est encore plus populaire, puisque Giscard d'Estaing, qui se veut proche du peuple, le nouveau président de la République, décide alors de créer une Garden Party où il va convier des Français, des anonymes, souvent membres d'associations, des bénévoles, pour en faire une grande fête, en effet, enjouée. Et cette Garden Party, alors, pendant des années, va être particulièrement célébrée, avec comme point d'orgue aussi l'entretien politique. Pendant 1 heure, le président est interrogé par des journalistes. On voit ici donc François Mitterrand dans les années 80. Donc généralement, cette Garden Party était une grande fête, particulièrement, je dirais, particulièrement bien suivie, particulièrement appréciée bien sûr par les Français. Et il faut savoir qu'en raison de la crise économique depuis quelques années, on a décidé un tout petit peu de verrouiller et de mettre fin à cette fête qui était en effet source de dépenses peut-être un petit peu excessives. Et vraiment, les Français aiment ce 14 juillet, ça me paraît évident. Le 14 juillet, pour eux, c'est en effet un symbole non seulement d'unité, mais aussi d'euphorie collective. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que lorsqu'il y a le Tour de France, lorsqu'on a un Français qui gagne, alors un 14 juillet, c'est fabuleux. Et donc, vous voyez, depuis 1947, on a eu, je crois, 14 Français vainqueurs d'une étape le 14 juillet. Et généralement,
il devient particulièrement célèbre, ce coureur français. Et depuis une vingtaine d'années, c'est surtout un sport qui est célébré le 14 juillet. Pourquoi? Parce que par 2 fois, quelques jours auparavant, que s'est-il passé? Eh bien, nous avons gagné la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de football. Alors, notamment, en 1998, ce fut un grand moment. Au Stade de France, à Saint-Denis, l'équipe de France bat 3-0 les Brésiliens, et 2 jours plus tard, c'est une véritable explosion de joie dans les rues de Paris. Regardez ici le car avec les joueurs de foot présentant la Coupe du Monde aux Parisiens exultants. Et surtout, alors, grand moment que je vais vous présenter, c'est la fameuse Garden Party à l'Élysée, où là, on a quand même entre nous un sacré maître de cérémonie, c'est Jacques Chirac. Car Jacques Chirac, il a quand même un sacré enthousiasme. Et notamment lorsqu'il fait avec les joueurs et 1, et 2, et 3-0, regardez, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. National à l'Élysée, avec Jacques Chirac en maître de cérémonie, et bis repetita en 2018, puisque en 2018, de nouveau, nous gagnons les Bleus la Coupe du Monde en Russie, et vous voyez, toute l'équipe de Didier Deschamps est invitée et conviée autour de Emmanuel Macron. Donc c'est ça qu'on aime dans le 14 juillet, sans doute, c'est cette joie collective, même s'il est vrai, cette année en 2020, en raison de cette fameuse crise sanitaire que vous connaissez aussi bien que moi, cette fête sera un petit peu gâchée, les feux d'artifice seront en effet dans l'ensemble interdits, encore plus les balles populaires, et notamment c'est intéressant de voir que le défilé militaire est réduit à peau de chagrin, avec surtout un hommage aux soignants, ces courageux qui ont tenté tant bien que mal de limiter cette catastrophe sanitaire. Et je voudrais donc terminer par une dernière question. Vous avez compris qu'il y a toujours un rituel qui est très très fort. Ce sont les centenaires de la Révolution. Et donc, on peut se poser la question, en 1889, nous avons vu tout à l'heure la Tour Eiffel. En 1989, nous avons vu l'Opéra Bastille. Comment ça se passera en 2089? Et malheureusement, je ne suis pas certain, vous comme moi, que nous aurons la réponse. Voilà, écoutez, j'étais ravi de vous voir sans doute pour la dernière fois, avant de vous retrouver sans doute en chair et en os à Chelles dans quelques mois. Et donc, je voulais tous vous saluer en disant que j'ai passé un agréable moment avec vous tous, notamment Jacqueline. Je vous dis au revoir et à bientôt.